Bien le bonjour, j'espère que tu es bien installé pour cette nouvelle capsule qui sera un petit peu longue, mais dans laquelle on va s'intéresser à une matière que je trouve tout à fait passionnante, mais aussi un petit peu perturbante. En effet, tu verras qu'on va découvrir des choses sur la réalité qui sont plutôt inattendues. Alors justement, le sujet de cette vidéo, c'est le comportement quantique de la lumière. Donc il sera question de physique quantique. Alors pas de panique, quand on parle de physique quantique, on dit toujours que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, ce qui est vrai, mais en fait, la physique quantique comporte deux périodes. Il y a les débuts de la physique quantique et puis il y a la deuxième phase, si je puis dire. Et en fait, là où les choses se compliquent, eh bien, c'est dans cette deuxième phase. Donc nous, on va se limiter uniquement à l'étude de la première phase de la physique quantique. Et finalement, tu vas voir que les concepts qu'on va utiliser sont tout à fait compréhensibles et tout à fait abordables pour quelqu'un qui a quelques notions de physique. Ceci étant dit, comme je l'ai signalé, cette vidéo va être assez longue parce qu'il y a pas mal de choses à dire, donc n'hésite pas à l'interrompre, à revenir en arrière ou éventuellement à découper le visionnage en plusieurs parties et pourquoi pas même en plusieurs jours pour prendre le temps d'assimiler les choses. Alors commençons avec le contexte. On se trouve à la fin du 19e siècle et suite à différentes expériences dont j'ai parlé dans d'autres capsules vidéo, notamment celle de Foucault pour la vitesse de la lumière ou celle de Jung pour les interférences lumineuses, il est accepté par la communauté scientifique que la lumière est une onde. Par ailleurs, à la même époque, un éminent physicien nommé Maxwell a travaillé sur l'électromagnétisme et il a établi l'existence d'ondes électromagnétiques. Grâce à son travail théorique, il arrive à calculer la vitesse de propagation de ces ondes et, au miracle, il trouve une valeur qui est identique à la vitesse de la lumière. Le fait que les ondes électromagnétiques de Maxwell évoluent à la même vitesse que la lumière ne peut pas être le fruit du hasard. Et donc à cette époque-là, eh bien, on en déduit que la lumière et les ondes électromagnétiques sont en fait le même phénomène. Donc, à la fin du 19e siècle, on sait que la lumière est une onde électromagnétique, ce qui signifie que finalement, si on réfléchit bien, les ondes radio, les ondes Wi-Fi qu'on utilise couramment, qui sont des ondes électromagnétiques, eh bien, sont en fait de la même nature que la lumière que nous voyons. Donc finalement, la lumière visible n'est en fait qu'une partie d'un phénomène beaucoup plus large, à savoir les ondes électromagnétiques. Donc comme tu l'as compris, à la fin du 19e siècle, c'est un fait établi par la physique et par les physiciens, la lumière est une onde électromagnétique. Alors tu pourrais te dire ici que c'est super, c'est très bien, on sait ce qu'est la lumière et tout est bien qui finit bien. Eh bien en fait, ce n'est pas tout à fait exact puisque il reste encore des phénomènes qui sont inexpliqués. Alors justement, pour rentrer dans cette fameuse physique quantique, on va s'intéresser à l'un de ces phénomènes inexpliqués, et plus particulièrement, on va s'intéresser à l'expérience de Hertz, qui est une expérience réalisée par un physicien qui s'appelle forcément Hertz. Alors, ce physicien, c'est celui qui a prouvé l'existence des ondes hertziennes qui sont utilisées en radio, et donc il réalise une expérience ici à la fin du 19e que je te présente. Alors tu l'as compris, cette expérience, en fait, elle va poser problème, puisque même en sachant que la lumière est une onde, on est face à un phénomène qui est un petit peu inexplicable. Alors, voici le dispositif expérimental de l'expérience de Hertz, qui est en fait composé d'une espèce de circuit électrique dans lequel on a un ampèremètre, qui est nommé ici par le petit i, et donc cet ampèremètre va nous permettre de mesurer le courant qui circule dans le circuit. Alors, sur le haut à gauche, on a une cathode. Alors, cette cathode, en fait, elle est constituée d'une plaque métallique. J'y reviendrai par la suite. On peut déjà signaler que cette plaque métallique, eh bien, elle peut être composée de différents matériaux, toujours métalliques, bien entendu. Et de l'autre côté, on a une anode qui va permettre de fermer, si je puis dire, le circuit. Alors ici, en fait, c'est mignon, on a envie de dire, ok, c'est bien, on a un circuit, mais qui n'est pas fermé, on a un grand trou en plein milieu, et donc on sait bien qu'il n'y aura aucun courant qui pourra circuler dans le circuit, puisqu'il est ouvert. Mais en fait, le dispositif n'est pas tout à fait complet, puisque la cathode et l'anode sont enfermées dans une espèce d'ampoule de verre dans laquelle on est venu faire le vide. Donc dans l'ampoule ici, il y a du vide. Et là, en fait, Hertz va venir projeter, émettre de la lumière sur la cathode, et ce qu'il va observer, c'est l'apparition d'un petit courant électrique dans le circuit. Alors c'est un courant qui est assez faible, mais il observe un petit courant électrique qui se met à circuler. Donc, ce courant, on peut le repérer grâce à l'ampèremètre. Alors il faut faire attention à un petit détail. Tu vois que le courant, si je le représente dans le circuit, je l'indique de la manière suivante, donc avec la flèche verte. Il faut faire attention puisque ce courant que j'ai indiqué, c'est en fait ce qu'on appelle le courant conventionnel qui circule dans le sens conventionnel du courant. Et en réalité, le courant est dû à des électrons qui circulent et les électrons, eh bien, ils circulent dans l'autre sens. Donc ici,
si je veux représenter les électrons, en fait, je devrais les représenter qui vont dans le sens opposé au courant conventionnel. Alors ça, en fait, eh bien, c'est un truc important à avoir en tête. C'est simplement dû à une erreur. À un moment donné, on a commencé à s'intéresser au circuit électrique, à l'électricité, et on pensait que le courant allait en fait dans l'autre sens. Et puis, eh bien, il s'est avéré par la suite que la réalité était opposée à ce qu'on avait pensé. Et donc, ben, la convention est restée. Donc, malheureusement, il faut savoir que le courant électrique dans un circuit est indiqué dans le sens opposé au courant réel. Voilà, c'est un petit peu bête, ça peut un peu nous embrouiller, mais c'est un héritage historique quelque part. Ok, alors si je résume ici, donc on a de la lumière qui vient toucher la cathode, et puis on observe un courant électrique qui va venir circuler dans le circuit. Et du coup, bah, la question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on peut expliquer ceci? Eh bien, ce phénomène, on l'appelle l'effet photoélectrique. Alors, dans photoélectrique, on entend photos qui est du grec ancien, qui signifie lumière, donc on voit bien qu'il y a quelque chose à voir avec la lumière. Et puis dans électrique, ben, on a l'idée d'électricité. Là, je ne t'apprends rien. Donc, comme je le disais, on aimerait bien expliquer ce phénomène. Et pour pouvoir expliquer ce phénomène, eh bien, il faut se rappeler que notre onde lumineuse, en fait, elle transporte de l'énergie, puisque une onde, eh bien, consiste effectivement en un transfert d'énergie de proche en proche. Et donc l'idée ici, c'est que l'onde lumineuse va en fait venir transmettre de l'énergie aux électrons qui font partie de la cathode, donc aux électrons qui sont rattachés à la plaque métallique. Alors, pour bien comprendre comment ça se passe, j'aime bien utiliser une petite analogie. Donc, on va imaginer qu'on a une surface d'eau sur laquelle on a une bouée. Eh bien, ma bouée, tu l'as compris, représente mes électrons. Et on peut imaginer que sur cette surface d'eau, on va avoir des vagues qui vont arriver. Et ces vagues, lorsqu'elles vont arriver sur la bouée, eh bien, elles vont mettre la bouée en mouvement. La bouée va se mettre à osciller. Alors ça signifie que la bouée a reçu une partie de l'énergie de la vague. Bon, rien de particulier jusqu'ici. Sauf qu'on pourrait imaginer un cas particulier, et ce cas c'est celui où les vagues sont extrêmement fortes. Et du coup, eh bien, on pourrait imaginer que la bouée qui est en principe attachée au fond de l'étendue d'eau se fasse arracher, donc se retrouve détachée de son amarre quelque part. Et ça, ce serait dû au fait que la bouée en fait a reçu suffisamment d'énergie pour arriver à être détachée. Et bien finalement, c'est un petit peu ce qui se passe avec les électrons. Donc ici, les électrons sont liés au matériau métallique, à la plaque, et les ondes lumineuses viennent interagir avec ces électrons. Alors ce sont des ondes électromagnétiques, et les électrons, ce sont des particules qui sont chargées électriquement. Donc on comprend que les ondes électromagnétiques interagissent avec les électrons, et qu'il se passe quelque chose. Et donc on peut imaginer du coup que lorsque l'onde lumineuse arrive sur l'électron, en fait, elle va transmettre une partie de son énergie aux électrons. Et à un moment donné, l'électron pourrait avoir emmagasiné suffisamment d'énergie pour être éjecté de la cathode. Alors une fois qu'ils sont éjectés, en fait, ces électrons vont être captés par l'anode et du coup, on va avoir la circulation d'un courant électrique puisque les électrons vont pouvoir circuler dans le circuit électrique. En effet, puisque la cathode a perdu des électrons, elle est chargée de manière positive et donc les électrons vont être attirés par la cathode, mais en suivant en fait le circuit électrique. Alors avec tout ceci, on peut percevoir une implication et l'implication c'est la suivante, c'est que si on a une intensité lumineuse qui augmente, eh bien on s'attend à avoir une intensité du courant électrique qui va augmenter également. Alors, petite parenthèse à ce propos, au niveau de l'intensité lumineuse, il faut savoir que l'intensité lumineuse eh bien, s'exprime en watts par mètre carré. Donc en gros, ça veut dire que si j'ai une grande intensité lumineuse, j'aurai beaucoup de watts par mètre carré. Et donc ça veut dire que si j'ai une grande plaque, si j'ai une grande cathode qui est frappée à tout endroit par ces rayons lumineux, eh bien j'aurai une grande énergie qui sera captée et donc j'aurai un grand courant électrique. Alors comme je l'ai dit, cette expérience, elle pose problème, mais bon, l'implication ici, elle est vérifiée, donc ça veut dire que effectivement, si on augmente l'intensité lumineuse, on observe un courant électrique plus important. Alors c'est bien, tu vas me dire, où est le problème? Jusqu'ici, tout semble s'expliquer de manière relativement aisée, et donc on a l'impression que tout se passe comme prévu. Alors en fait, il y a bien un petit souci, on s'en doute, sinon on ne serait pas occupé à parler de cette expérience. Et le souci, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fonction du matériau utilisé pour la cathode, il existe une fréquence seuil. Alors quand on parle de fréquence ici, il est bien question de la fréquence de la lumière qu'on a utilisée. Euh, il faut te rappeler, on l'a vu dans d'autres capsules vidéo, que la lumière est une onde et que donc elle possède une longueur d'onde et cette longueur d'onde est associée à une fréquence.
Eh bien, on a pu se rendre compte que si on utilise une lumière d'une certaine fréquence et que cette fréquence est inférieure à un certain seuil, à une certaine valeur donnée, eh bien en fait il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de courant électrique qui va circuler dans le circuit, et ça c'est un petit peu interpellant. Alors petite note ici, il faut bien avoir en tête que la fréquence seuil ne dépend pas de l'intensité de la lumière. Alors ça peut-être que tu ne le vois pas, mais c'est quand même très particulier, parce que ça veut dire que même si j'ai un rayon lumineux qui transporte énormément d'énergie, donc avec une intensité élevée, même si j'ai une lumière très puissante, eh bien, si la lumière n'a pas une fréquence suffisamment importante, eh bien, je ne verrai pas d'électrons arrachés, je ne verrai pas de courant électrique. Et ça, en fait, ça pose un très très gros problème. C'est même tout à fait surprenant. Alors, à ce stade-ci, j'imagine bien que tu ne vois peut-être pas où est le souci, mais je peux te dire qu'il y en a un. Et pour comprendre cela, eh bien, je te propose de visualiser les choses avec deux analogies. La première, c'est ce que je vais appeler l'analogie du pommier. Donc l'idée ici, c'est qu'on va imaginer qu'on aurait une sorte de pommier, mais pas n'importe quel pommier, c'est un pommier quantique. Donc il a un comportement quantique. Alors sur ce pommier, eh bien, il y a des pommes, et les pommes ici correspondraient finalement à mes électrons. Et puis moi, je serais en dessous de ce pommier et je viendrais le secouer pour faire tomber des pommes. Pour ce faire, j'ai deux possibilités. La première possibilité, c'est que je vienne secouer cet arbre, ce pommier quantique, avec une fréquence supérieure à la fréquence seuil. Alors je te rappelle, c'est un arbre quantique et donc ça signifie que je dois le secouer avec une certaine fréquence. Et donc si j'utilise une fréquence plus élevée ou égale à la fréquence seuil, eh bien ça signifie que je vais faire tomber des pommes. Avec cette idée-là, tu dois te rendre compte qu'en fait, ça signifie que même si je viens secouer le pommier avec une très faible puissance, que je viens le secouer tout doucement parce que je suis vraiment pas très musclé, je vais faire tomber des pommes parce que j'ai utilisé une fréquence qui est adéquate. Donc même en le secouant un tout petit peu, mais juste en respectant la bonne fréquence, je vais faire tomber des pommes. Voilà, alors ça c'est très bien, en fait c'est l'expérience telle qu'elle a été réalisée par Hertz. C'est l'expérience que j'ai expliquée juste au début. Et en fait, là où les choses ne vont pas, c'est si j'imagine une deuxième stratégie pour venir secouer ce pommier, pour faire tomber des pommes. Et dans cette stratégie-là, en fait, j'aurais fait du bodybuilding, hein, donc je serais devenu vachement baraqué, vachement fort, et je viendrais secouer ce pommier avec une puissance phénoménale. Et donc tu peux imaginer ici que le pommier, je le prends, je le tords hyper fort dans tous les sens, je le fais bouger avec une amplitude qui est énorme, mais j'utilise une fréquence qui est inférieure à la fréquence seuil. Et donc dans ce cas-là, avec cet arbre quantique, eh bien en fait je ne fais tomber aucune pomme. Et donc avec ça, tu peux comprendre que l'expérience de Hertz pose problème parce qu'en fait, si la lumière n'a pas une fréquence suffisante, on n'arrache pas d'électrons, même si la lumière est extrêmement puissante, même si tu utilises le plus puissant des rayons laser. En fait, si ce rayon laser n'utilise pas une lumière de fréquence adéquate, eh bien, tu n'arriveras pas à arracher d'électrons à cette plaque. Alors, pour essayer de vraiment appréhender ce phénomène, je te propose une deuxième analogie parce que j'imagine que les choses ne sont pas encore tout à fait claires, mais j'ai vraiment envie que tu comprennes en quoi cette expérience pose problème. Donc, on va imaginer cette fois-ci qu'on est au bord de la plage et que sur cette plage, il y a des galets, donc des pierres, qui sont au bord de l'eau. Et on va imaginer qu'on a des vagues qui arrivent. Alors, on pourrait imaginer d'abord qu'on a toute une série de petites vaguelettes, hein, donc vraiment des toutes petites vagues minuscules, avec une amplitude très très faible, qui vont arriver et qui vont en fait venir sur ces galets. Alors par contre, ces vaguelettes, eh bien, elles ont une fréquence qui est très importante. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup de vaguelettes par unité de temps. Donc ça veut dire que ces vaguelettes, en fait, elles ont atteint la fréquence seuil minimale. Eh bien, si on imagine qu'on est au bord de la plage avec ces galets qui sont de nouveau des galets quantiques, et que ces vaguelettes arrivent sur ces galets, eh bien, on va se rendre compte que de temps en temps, on va avoir une vaguelette qui sera en mesure d'éjecter littéralement un galet. Alors pas forcément beaucoup de galets, mais de temps en temps, il y aura un galet qui va être éjecté par ces vaguelettes. Alors à nouveau, là où les choses posent problème, c'est si on imagine la situation opposée. Donc on imagine cette fois-ci qu'on a une vague qui est énorme, hein, donc on aurait à la limite un tsunami qui débarque, mais par contre, les vagues énormes qui arrivent ont une fréquence qui est très très faible et qui est inférieure à cette fameuse fréquence seuil. Et bien dans ce cas-là, tu peux imaginer la situation, même avec des vagues qui feraient 10 mètres de haut et qui arrivent sur ces galets, en fait les galets ne bougent pas, ils restent à leur place parce que ce sont des galets quantiques. Et donc ici tu peux voir que si mes vagues n'ont pas une certaine fréquence seuil, eh bien mes vagues n'auront aucun effet sur ces galets. On aura beau avoir des vagues qui font 10, 20 ou 100 mètres de haut, les galets ne bougeront pas, ils resteront à leur place.
Alors, j'insiste bien sur une chose ici, les arbres quantiques et les galets quantiques au niveau macroscopique, ça n'existe pas, hein. Tu n'en verras jamais dans la vraie vie. C'est vraiment juste une image pour essayer de visualiser les choses et pour que tu te rendes compte que cette expérience de Hertz, elle pose un vrai problème aux physiciens, aux gens qui sont avertis en la matière, puisqu'on n'arrive pas à comprendre comment, malgré le fait qu'on fournisse une énergie importante, on n'arrive pas à arracher des électrons. Alors qu'à l'inverse, si on utilise une énergie qui serait assez faible, mais avec une fréquence suffisante, on arrive à arracher des électrons. Donc ça pose un vrai problème. Alors évidemment, tu te doutes qu'on va réussir à résoudre ce problème, hein, c'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo, mais les implications sont énormes. Alors justement, la solution, quelle est-elle? Eh bien, la solution, elle va arriver au début du XXe siècle. À cette époque-là, il y a un jeune physicien qui fait ses débuts, hein, qui n'est pas très connu, un certain Einstein, et c'est d'Einstein que va venir la solution. Alors ici, petit avertissement, si tu as regardé mes vidéos précédentes sur la lumière, je te préviens, ne me frappe pas. En effet, la solution d'Einstein, elle est un petit peu perturbante puisqu'elle repose en réalité sur le modèle corpusculaire de la lumière. Alors, si tu as suivi dans les autres vidéos sur la lumière, en fait, tu as vu qu'on a passé du temps à discréditer le modèle corpusculaire de la lumière, hein. On a dit que Newton se plantait quand il disait que la lumière est une particule. Et en fait, eh bien là, on a Einstein qui débarque, donc un autre génie de la physique, qui dit bah, tout compte fait, les gars, en fait, non, la lumière, bah, c'est un corpuscule. Voilà, tout simplement. Alors, on va le voir, les choses sont un petit peu plus compliquées que ça. Toujours est-il qu'en 1905, eh bien, Einstein va émettre une hypothèse. Alors, il faut savoir qu'Einstein, c'est plutôt un théoricien, hein, il ne fait pas d'expérience. Il utilise en fait ce qu'on appelle des expériences de pensée. Donc, c'est vraiment quelqu'un d'intellectuel qui réfléchit, qui fait des hypothèses et puis qui va tirer les implications de ces hypothèses. Alors, l'hypothèse de base qu'il fait, eh bien, justement, c'est finalement, d'une certaine manière, dire que la lumière est faite de paquets discrets. Alors, quand on dit paquet discret, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que la lumière serait une espèce de corpuscule, une espèce de paquet de lumière. Alors là-dedans, quand on dit discret, ça veut dire que c'est quelque chose euh, qu'on peut compter en nombre entier. Donc une onde, ce n'est pas discret parce qu'une onde, c'est un continuum. Ça veut dire que si j'ai une vague, je peux regarder à n'importe quel endroit de l'espace et je serai sur mon onde. Par contre, si j'ai un paquet de lumière, ça veut dire que je me trouve face à une unité que je ne peux pas diviser et qui est localisable et comptable de manière entière. Donc ça veut dire que je peux avoir un paquet de lumière, ou bien trois paquets de lumière, ou bien quatre paquets de lumière, mais je ne peux pas avoir 3,48 paquets de lumière. Ça, ce n'est pas possible, parce qu'en fait, ces paquets de lumière sont indivisibles, ils sont élémentaires. Alors ces paquets de lumière, on va les appeler des quanta. Alors, on dit un quantum au singulier ou bien des quanta au pluriel, et ça vient du latin. Le mot quanta, en fait, signifie une quantité déterminée, une quantité précise. Et du coup, on parle de physique quantique, puisque le mot quanta a donné physique quantique. Ça vient de là. Et donc, en physique quantique, on a affaire à des quantités qui sont bien déterminées, qui sont comptables de manière discrète. Alors, ces quanta, eh bien, on peut considérer que d'une certaine manière, ce sont des particules, puisqu'on a des éléments qui sont discrets, qui sont élémentaires, qui sont indivisibles. Donc ça veut dire que si j'ai un paquet de lumière, un quanta de lumière, eh bien, je ne peux pas le couper en une plus petite unité. Par la suite, un petit peu plus tard, on va appeler ces paquets de lumière en fait des photons, hein. Alors à nouveau, dans le mot photon, eh bien, on a photos du grec ancien qui signifie lumière, donc on a bien affaire ici à l'idée de lumière. Alors finalement, en partant de cette hypothèse de quanta de lumière, eh bien, Einstein nous dit que si on a un faisceau de lumière monochromatique, donc qui n'a qu'une seule couleur, l'intensité de la lumière, elle correspond au nombre de photons qui passent par unité de temps et à l'énergie que transporte chacun de ces photons. Donc ici, attention, ce que je suis occupé à dire, c'est que finalement, si j'ai de la lumière avec une certaine intensité, cette intensité, elle provient du fait que chaque photon transporte une petite quantité déterminée d'énergie, et que si j'ai un certain nombre de ces photons, eh bien la quantité d'énergie de chaque photon fois le nombre de photons va me donner l'énergie totale. Et puis si l'on regarde combien de ces photons passent par unité de temps, je vais obtenir ici l'idée d'intensité. Donc ça veut dire la quantité d'énergie par unité de temps. Alors il se fait que cette quantité d'énergie pour chaque photon, eh bien, on peut la calculer. Alors Einstein fait ça au travers de calculs de son côté, et en fait il découvre quelque chose qui avait déjà été découvert par un physicien qui s'appelle Planck. Mais Planck, en fait, avait fait ses calculs parce qu'il était confronté à un problème mathématique dans lequel je ne vais pas rentrer en détail ici, mais c'est un problème mathématique et physique, et il avait un peu bricolé une solution, donc il avait bricolé quelque chose qui lui permettait d'arriver
un résultat satisfaisant dans ses calculs. Et en fait, Einstein va arriver au même résultat, mais bon, comme je l'ai dit, Einstein en fait refait cette découverte un tout petit peu plus tard par lui-même de son côté. Alors, je ne rentre pas dans les détails parce que ce serait beaucoup trop compliqué, mais nous, ce qu'on va retenir, c'est que en fait, cette énergie d'un photon, on peut la calculer. Et donc, euh, la formule, la voici, hein. Si j'ai l'énergie d'un photon, eh bien, cette énergie, elle vaut h fois f. Alors, la grandeur qui s'appelle h, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, ceci, c'est ce qu'on va appeler la constante de Planck. Alors, comme j'ai dit, voilà, en fait, c'est Planck qui a découvert le premier cette constante. Et tu peux voir que cette constante, en fait, eh bien, elle est extrêmement petite, hein, puisqu'elle vaut 6,626 fois 10 exposant moins 34 joules seconde. Et donc, l'unité ici, c'est un petit peu particulier, donc ce sont des joules multipliés par des secondes. Alors, bien entendu, au niveau des autres unités, ben, l'énergie, ce sont des joules, et la fréquence ici, F, donc c'est bien la fréquence de la lumière qu'on considère, qu'on utilise. En fait, c'est la fréquence de la lumière composée par les photons qui nous intéressent. Voilà, donc cette formule, eh bien, j'ai envie de dire qu'il faut l'accepter tout simplement. Et la constante de Planck, eh bien, on la retrouve énormément en physique quantique. En fait, c'est une de ces fameuses constantes qu'on retrouve un petit peu partout et qui sont très très utilisées et qui finalement font partie des grandeurs de la nature. Voilà. Alors la fréquence, comme je te le disais, c'est la fréquence de la lumière considérée. Et donc ça veut dire que pour un faisceau de lumière, on peut dire que cette lumière correspond à une longueur d'onde et donc à une certaine fréquence. Alors là, si tu me suis bien, tu devrais te dire que je raconte n'importe quoi. Parce qu'en fait, je suis occupé à te dire d'une part que la lumière, ce sont des photons, ce sont des quantas, ce sont des particules discrètes indivisibles. Et puis d'un autre côté, je suis occupé à te parler de particules discrètes qui ont une fréquence. Or, ben, les fréquences, c'est associé à une onde. Et donc en fait, je suis occupé à mélanger complètement le modèle corpusculaire et le modèle ondulatoire, puisque j'utilise des grandeurs qui sont ondulatoires pour expliquer un phénomène que Einstein nous présente comme étant corpusculaire. Et donc oui, c'est normal, ne panique pas, on en est bien là. En fait, dans la physique quantique, les choses sont un petit peu perturbantes. Voilà, alors arrivé à ce stade de la vidéo, je te rappelle que tu ne dois pas hésiter à faire des pauses, éventuellement à revenir un petit peu en arrière pour essayer de digérer tout ça, parce qu'il faut bien dire que c'est une matière qui est un petit peu dense et que les choses sont un petit peu perturbantes. Alors moi de mon côté, je continue et je vais aller un petit peu plus loin dans le modèle proposé par Einstein, puisqu'en fait, eh bien, Einstein émet une hypothèse principale et puis il y a toute une série d'hypothèses secondaires qui viennent compléter cette hypothèse, parce qu'en fait, si on se contente de cette seule hypothèse, eh bien les choses ne sont pas satisfaisantes et pour l'instant on n'explique pas grand-chose dans l'expérience de Hertz. Alors, première hypothèse secondaire, c'est la suivante. Si j'ai un photon, donc une particule de lumière, un corpuscule de lumière élémentaire, eh bien, si ce photon est absorbé par un électron, eh bien, ce photon va disparaître et céder toute son énergie. Alors, rappelle-toi, l'énergie du photon, je peux la calculer, hein, l'énergie est égale à h fois f, donc on peut en fait calculer cette quantité d'énergie et on peut imaginer que lorsqu'un photon vient percuter un électron, eh bien, cet électron va venir absorber toute cette énergie. Alors, deuxième hypothèse, si un électron reçoit l'énergie d'un photon, eh bien, en fait, il ne peut recevoir l'énergie que d'un seul photon. Donc, un électron ne peut pas s'amuser à emmagasiner l'énergie de plusieurs photons. Alors, troisième hypothèse que je vais te présenter. Donc, si le photon n'a pas une énergie suffisante, eh bien, il n'est pas absorbé par l'électron, tout simplement. Alors ça, j'en parlerai dans une autre capsule qui présentera la constitution des atomes et des nuages électroniques. Ici, on va juste accepter ça comme ça. Donc, un électron ne va accepter l'énergie d'un photon que si le photon possède une énergie minimale, et sinon l'énergie n'est pas absorbée. Alors, cette énergie minimale, c'est une grandeur importante, on va en avoir besoin, et donc on va la nommer. En fait, cette énergie, elle correspond à l'énergie de seuil. Et donc, l'énergie de seuil, eh bien, c'est comme je l'ai dit, c'est l'énergie minimale nécessaire pour que l'électron absorbe l'énergie d'un photon qui l'aurait percuté. Alors, cette énergie de seuil, en fait, elle correspond à ce qu'on va appeler le travail d'extraction. Alors, le travail d'extraction, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est la quantité d'énergie, c'est le travail nécessaire pour arriver à éjecter un électron de cette fameuse cathode, donc de cette fameuse plaque métallique. Donc, le travail d'extraction, comme son nom l'indique, en fait, c'est l'énergie qu'il faut donner à l'électron pour l'extraire de la plaque métallique.
Alors rappelle-toi, hein, si on utilise l'analogie de la bouée qui serait sur l'eau, le travail d'extraction, en fait, c'est l'énergie nécessaire pour casser la tâche de la bouée. Et ce travail d'extraction, eh bien, je vais pouvoir le symboliser par la lettre W, hein, pour work en anglais, donc ça correspond au travail d'extraction. Et justement, en fait, ce travail d'extraction, eh bien, je peux le quantifier, hein, j'ai une formule qui permet de le calculer, donc la formule c'est la suivante, hein, donc le travail d'extraction est égal à H, la constante de Planck, fois F0. Alors ici, eh bien, le F0, en fait, c'est la fréquence seuil qui est propre à un matériau. Donc c'est la fréquence minimale que la lumière doit avoir pour venir arracher des électrons au matériau. Et le truc à bien noter, c'est que cette fréquence seuil, en fait, elle dépend du matériau. Donc elle est propre à chaque matériau. Si je prends deux matériaux différents, eh bien, j'aurai des seuils, des fréquences seuil différentes. Très bien, alors poursuivons avec la dernière hypothèse secondaire que je vais aborder ici. Et cette hypothèse, eh bien, c'est le fait que si j'ai maintenant un photon avec une certaine énergie que je peux quantifier, donc l'énergie est égale à H fois F, eh bien si mon photon a plus d'énergie que le travail d'extraction, donc ça veut dire s'il a plus d'énergie que l'énergie minimale nécessaire pour arracher un électron au matériau, eh bien cet électron en fait va emporter ce surplus d'énergie. Il va l'emporter sous forme d'énergie cinétique. Donc ça, en fait, je peux l'écrire ici, hein. Donc l'électron va emporter le surplus d'énergie sous forme d'énergie cinétique. Et donc ça veut dire en gros que si j'ai un photon très très puissant avec beaucoup d'énergie, eh bien ce photon va pouvoir éjecter l'électron du matériau et en plus lui donner une certaine vitesse, une vitesse considérable. Donc plus le photon sera énergique, plus l'énergie cinétique sera grande et plus mon électron sera projeté rapidement. Alors si l'électron est projeté rapidement, ça veut dire qu'on aura en fait un courant électrique plus important. Donc si tu réfléchis un petit peu, si on utilise ces hypothèses, on arrive à comprendre l'expérience de Hertz. Donc on arrive à dire que finalement, si j'ai un photon avec une fréquence suffisante, ce photon va pouvoir être absorbé par un électron. Du coup, l'électron va pouvoir se détacher de la plaque et partir avec une certaine énergie cinétique. Ensuite, l'électron sera capté par la note et pourra circuler. Et on a du coup bien cette idée que si j'ai des photons avec beaucoup d'énergie, eh bien j'ai une intensité lumineuse importante, ça veut dire que j'ai un courant électrique important, et donc des électrons qui vont circuler plus rapidement par unité de temps, et donc en fait ceci fonctionne très très bien. Donc on a l'impression aussi que les hypothèses Einstein permettent bien d'expliquer l'expérience de Hertz. Alors à nouveau, ce sont en fait des hypothèses et uniquement des hypothèses qu'Einstein formule, puisque comme je te l'ai dit, c'est un théoricien. Mais on voit que ces hypothèses, eh bien, lui permettent d'expliquer les choses correctement, ce qui est plutôt pas mal puisque en fait à l'époque, eh bien, cette expérience de Hertz, c'est un vrai casse-tête pour les physiciens, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Alors, je continue maintenant un petit peu plus loin en disant que si j'ai l'énergie d'un photon, eh bien l'énergie d'un photon, on sait que c'est égal à h fois f, hein, ça on l'a déjà dit à plusieurs reprises. Je vais pouvoir en fait diviser cette énergie en disant que h fois f, eh bien, comporte deux parties. Il y a d'une part le travail d'extraction, donc W, et d'autre part l'énergie cinétique de l'électron. Donc tu vois, c'est ce que j'ai écrit ici. En fait, l'énergie du photon va être répartie en deux composantes, en deux parties d'énergie, donc le travail d'extraction et l'énergie cinétique. Et donc ce que j'ai écrit ici, en fait, eh bien, ça explicite un petit peu de manière mathématique cette quatrième hypothèse d'Einstein, donc le fait que le surplus d'énergie est entre guillemets évacué sous forme d'énergie cinétique. Alors cette équation, je vais pouvoir la manipuler un petit peu et je vais pouvoir en fait isoler l'énergie cinétique, et tu vois que l'énergie cinétique correspond à l'énergie du photon, hein, H fois F, moins le travail d'extraction. Du coup, tu te rappelles également que le travail d'extraction, eh bien, on sait que c'est égal à H fois F0, donc la fréquence seuil, donc je peux l'écrire comme ceci. Et je vais également pouvoir mettre en évidence le H, hein, la constante de Planck. Ça peut être plus pratique de présenter les choses comme ceci. Alors ici, tu vois que ce que j'ai obtenu, en fait, c'est l'énergie cinétique de l'électron en fonction de la fréquence de la lumière et la fréquence seuil du matériau qu'on considère. Le truc qui est intéressant, c'est qu'on peut également calculer l'énergie cinétique avec une formule beaucoup plus classique que tu connais bien. L'énergie cinétique, c'est 1 demi de m fois v carré. Et donc ça, je pourrais l'utiliser, surtout qu'au début du XXe siècle, en fait, on connaît la masse de l'électron. Hein, on a réussi à déterminer sa valeur, on sait qu'elle vaut 9,11 fois 10 exposant moins 31 kg. Alors c'est une grandeur qui est évidemment extrêmement petite, mais ça, c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout simplement de connaître la masse de l'électron et du coup, je peux l'utiliser dans la formule de l'énergie cinétique. Et donc, j'ai ici deux expressions pour l'énergie cinétique de l'électron, et donc je vais pouvoir venir égaler ces deux expressions. Et ça me donne ceci, hein, je vais avoir 1 demi de mv carré est égal à h fois, entre parenthèses, f moins f0.
Donc ça, c'est intéressant. Et ce qui va nous intéresser plus particulièrement, en fait, c'est la valeur de la vitesse de l'électron. Donc je vais ici isoler la vitesse de l'électron, ce qui me donne ceci. Et donc là, avec cette formule, ça signifie que si je connais la fréquence de la lumière utilisée, si je connais la fréquence seuil du matériau considéré, eh bien, je suis en mesure de calculer la vitesse de l'électron, donc la vitesse que mon électron aura lorsqu'il sera éjecté du matériau. Et en fait, ça c'est intéressant puisque tu t'en doutes, ça signifie qu'on est en mesure de venir réaliser des mesures. Donc on pourrait mesurer la vitesse des électrons et ainsi venir vérifier les hypothèses d'Einstein. Puisque, encore une fois, j'insiste bien, mais en 1905, en fait, Einstein ne fait qu'émettre des hypothèses et il tire le fil de ces hypothèses jusqu'à arriver à déterminer donc la vitesse que les électrons devraient avoir. Et donc c'est intéressant d'avoir ici un moyen en fait de vérifier cette hypothèse. En effet, tu le sais sans doute, mais quand on arrive avec une nouvelle hypothèse en science, eh bien, on n'est pas toujours bien reçu. Et en fait, les gens sont parfois assez sceptiques, et ça a été le cas pour Einstein, puisque en 1905, en fait, il n'est pas encore très connu, il est relativement jeune, et donc son hypothèse ne séduit pas beaucoup les gens. Les gens sont plutôt méfiants, et d'ailleurs, il y a un physicien américain qui s'appelle Millikan, qui a voulu montrer tout simplement qu'Einstein se plantait. Donc il a voulu montrer en fait que sa théorie était fausse et pour ça, ce qu'il va faire, c'est qu'il va justement utiliser cette équation que j'ai écrite qui permet de calculer la vitesse de l'électron et il va passer 10 ans à mesurer la vitesse des électrons éjectés de différents matériaux. Donc il va passer 10 ans à utiliser des lumières de fréquences différentes, à utiliser des fréquences seuil différentes, donc des matériaux différents. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va se rendre compte après 10 ans, alors en fait, il s'en rend compte un petit peu plus vite que ça, mais après 10 ans, il va publier son travail et il va montrer qu'en fait, les mesures qu'il a réalisées correspondent parfaitement à la théorie d'Einstein. Et donc, en fait, c'est super parce que le gars a passé 10 ans de sa vie à vouloir montrer qu'Einstein se plantait et en fait, il va finalement confirmer le travail d'Einstein. Du coup, eh bien voilà, Einstein, il est content puisque son modèle, son hypothèse est validée. Alors, il faut bien se rendre compte que le travail de Millikan, même si au départ ses intentions étaient de montrer qu'Einstein se plante, est évidemment capital puisqu'il permet de confirmer le modèle. Et donc, même si au départ son objectif n'était pas celui auquel il aboutit, c'est quand même un travail majeur et hyper important. Et puis surtout, à un moment donné, il a bien dû se rendre à l'évidence et se rendre compte qu'Einstein avait raison. Alors, grâce à cela, ils vont tous les deux recevoir un prix Nobel pour leurs travaux sur l'effet photoélectrique. Donc, ils reçoivent chacun un prix Nobel à des moments différents. Et donc, c'est Einstein qui reçoit le premier son prix Nobel en 1921, donc pour son travail. Et puis, 2 ans plus tard, Millikan va lui-même recevoir un prix Nobel. Donc, c'est quand même pour vous dire que son travail a été vraiment apprécié et est extrêmement important pour la science. Alors avec ceci, du coup, on a associé des photons, des quantas, des particules à une longueur d'onde et à une fréquence. Et donc la question que tu as probablement envie de te poser, c'est ok, mais donc au final, la lumière, c'est quoi? Est-ce que c'est une onde ou est-ce que c'est une particule? Parce que je me doute bien que là, tu commences à en avoir un petit peu marre et que tu as probablement envie de me frapper. Parce que d'abord, on a dit que la lumière était une particule, et puis on a dit que c'était une onde, et puis maintenant, on dit que c'est de nouveau une particule. Et donc, on ne s'en sort plus. Et donc, je vais arrêter le suspense maintenant, hein, je vais te donner la réponse. Et en fait, la réponse, eh bien, j'imagine que tu t'en doutes un petit peu. En fait, eh bien, c'est les deux. La lumière est à la fois une onde et une particule. Donc voilà, la lumière est à la fois une onde et une particule, et d'ailleurs en physique quantique et en physique tout court d'ailleurs, on va parler de dualité onde-corpuscule. Donc ça veut dire qu'on est ici face à un phénomène qui correspond en fait à deux réalités en même temps. Et plus particulièrement, en fait, ce qu'on va dire, c'est que la lumière va se présenter plutôt comme une onde ou plutôt comme un corpuscule selon le contexte. Donc en gros, ça veut dire qu'en fonction de la manière dont on regarde la lumière, en fonction des circonstances, on va dire qu'elle sera plutôt ondulatoire ou plutôt corpusculaire. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'elle change de nature, ça veut bien dire qu'en fonction de l'angle avec lequel on regarde la lumière, elle va présenter ou ses caractéristiques ondulatoires ou ses caractéristiques corpusculaires. Mais c'est bien les deux. La lumière n'est donc pas tantôt une onde, tantôt un corpuscule. Alors, de manière générale, pour un petit peu schématiser, on dit que lorsque on considère la propagation de la lumière et son interaction avec la lumière elle-même, eh bien, on considère que la lumière a tendance à se comporter comme une onde. Tu peux par exemple penser au fait que la lumière se réfléchit, tu peux penser au fait qu'elle se propage en ligne droite,
où tu peux penser que la lumière est capable de générer des interférences constructives et destructives lorsqu'elle interagit avec elle-même. Donc dans ce cas-là, on est plutôt face à un phénomène ondulatoire. A l'inverse, lorsqu'on considère la lumière en interaction avec la matière, eh bien, on va dire qu'elle se comporte plutôt comme une particule. C'est justement le cas dans l'effet photoélectrique, puisque là, on a l'impression que la lumière est absorbée sous forme de paquets, sous forme de photons, et que donc on a plutôt affaire à des particules. Mais encore une fois, j'insiste bien, comme le montre cette illustration, finalement la lumière c'est un truc, un phénomène qu'on peut regarder sous des angles différents. Et comme tu peux le voir ici, en fonction de l'angle avec lequel on regarde, on va plutôt dire que c'est un corpuscule ou que c'est une onde. Mais c'est en fait bien les deux, c'est juste une question de point de vue. Et donc ça c'est vraiment important de le capter parce que la lumière en fait possède une dualité intrinsèque. Alors, j'espère que tu es toujours avec moi. On en a bientôt fini, je te rassure, parce que c'est une vidéo qui est relativement longue, je l'avais annoncé au début, et relativement dense. Et donc, j'espère que tu as pris le temps de faire des pauses quand c'était nécessaire pour pouvoir digérer tout ça. Alors, j'aimerais maintenant revenir un petit peu sur l'expérience de Jung. Alors, l'expérience de Jung, je l'ai déjà présentée dans une autre capsule, mais je vais revenir en fait sur l'expérience de Jung au XXe siècle, parce qu'en fait, cette expérience, elle est extrêmement intéressante puisqu'on a pu voir qu'elle permet de montrer le caractère ondulatoire de la lumière, puisqu'on peut produire des interférences au cours de cette expérience. Mais en fait, au XXe siècle, on a réalisé cette expérience de manière un petit peu plus sophistiquée. Alors, ce qu'on a fait, pour schématiser un peu les choses, c'est qu'en gros, on a utilisé une source de lumière avec deux fentes, hein, comme dans l'expérience classique, sauf que devant la lumière, on est venu placer un filtre, d'une certaine manière, qui fait que la lumière est extrêmement faible. Si bien que en fait, la lumière qui est projetée correspond à quelques photons par seconde. Donc on a vraiment une intensité lumineuse extrêmement faible, à tel point qu'on est presque capable de compter les photons qui passent. Et je te propose de voir le résultat qu'on obtient grâce à la figure suivante. Et donc ce que tu peux voir ici, en fait, c'est l'écran qui se trouve en face des fentes à différents moments. Et donc, alors il faut avoir en tête que l'écran utilisé, ce n'est pas un écran classique, hein, on a en fait un capteur qui est photosensible, donc sensible à la lumière. Et tu peux voir qu'au tout début de l'expérience, on n'a finalement que quelques points, quelques impacts. Alors ça déjà c'est très intéressant parce que ça nous montre bien que la lumière est un corpuscule puisque on a des impacts qui sont localisés. Donc on voit bien qu'on n'a pas affaire à une onde. Et donc on a l'impression dans un premier temps que les photons viennent percuter l'écran de manière tout à fait aléatoire. Par contre, si on laisse l'expérience se poursuivre pendant un certain temps, eh bien, le truc qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'on se rend compte que le nombre d'impacts augmente et qu'après un certain temps, on commence à observer une figure d'interférence. Donc si tu regardes par exemple la figure E, ça veut dire celle qui est la plus avancée dans le temps, tu peux observer qu'on a des interférences. Alors on voit bien les traces des différents impacts des photons, mais tu peux voir qu'il y a des endroits où il y a plus d'impacts et des endroits où le nombre d'impacts est très limité. Et donc, cette expérience de Jung revisitée nous permet vraiment de voir la lumière dans sa dualité. On a à la fois l'aspect corpusculaire et l'aspect ondulatoire en même temps. Alors, en fait, avec cette expérience, on peut aller encore plus loin. En effet, on peut se rendre compte que si on a un seul photon qui passe au travers des deux fentes, eh bien, il y a des probabilités qui interviennent. Et il y a des probabilités pour que le photon aille plutôt dans certaines zones que dans d'autres. Du coup, si on a un seul photon, en fait, on a l'impression qu'il va percuter l'écran de manière tout à fait aléatoire, au hasard, dans un endroit indéterminé. Par contre, et c'est le principe des probabilités, si on augmente le nombre de photons, eh bien, on peut se rendre compte qu'il y a certaines zones où on a une plus grande probabilité d'avoir des photons qui passent, et on a certaines zones où la probabilité d'avoir des photons est beaucoup moins grande. Et donc les endroits où la probabilité est élevée d'avoir des photons, ça correspond aux lignes de tempête, hein, aux interférences constructives. Les endroits où la probabilité est plus faible correspondent évidemment aux interférences destructives. Et ça, en fait, c'est tout à fait dingue parce que tu peux comprendre que dans le monde quantique, eh bien, en fait, on n'est pas capable de prédire la position, le comportement d'un photon en particulier. On est obligé de passer par des probabilités. Donc, ça veut dire que on pense qu'il y a certaines chances de trouver un photon à tel ou tel endroit. Et ça, c'est évidemment tout à fait opposé à ce qu'on connaît dans la physique classique, hein, dans la physique newtonienne, qui elle est déterministe. C'est-à-dire que si je connais la position et la vitesse d'une particule de matière à un moment donné, je suis capable de déterminer la position, la vitesse, l'accélération, etc. de cette particule à un autre moment. Et le résultat que je vais obtenir, eh bien, j'en suis certain. Ce qui n'est pas du tout le cas dans le monde des photons.
Alors cette expérience de Jung renouvelée, en fait, elle nous permet de voir quelque chose d'autre, quelque chose d'important. C'est le fait que dans l'expérience de Jung classique, en fait, on a l'impression qu'on a bien affaire à une onde parce que les franges de lumière qu'on peut observer sont continues et donc on a l'impression que la lumière c'est bien une onde continue. Mais en réalité, on se rend compte avec l'expérience de Jung version 20e siècle que ce qui se passe, c'est que la lumière qui nous parvient, en fait, elle est constituée d'un nombre phénoménalement important de photons. Et donc nous, dans la vie de tous les jours, quand on voit de la lumière, on a l'impression que c'est un truc qui est continu, mais en fait, ce n'est pas le cas. La lumière n'est pas continue, elle est constituée d'éléments discrets, d'éléments comptables. Simplement, en fait, ces éléments sont en nombre extrêmement important. Alors, j'aimerais maintenant aller encore un petit peu plus loin avec toi pour te parler de la dualité onde-corpuscule de la matière. Alors là, tu es peut-être occupé à te dire quoi, au secours, mais il est fou. Mais non, en fait, c'est très sérieux. Si tu réfléchis bien à ce qu'on a fait jusqu'ici, en fait, on a associé une onde, en tout cas ce qu'on pensait être une onde lumineuse, avec une particule. Donc on a associé une particule à une onde. Alors quand je dis particule, ce n'est pas une particule qui a une masse, hein, la lumière n'a pas de masse, mais par contre on a l'idée d'un paquet d'énergie, donc on a l'idée d'un truc qui est discret, qui forme un paquet d'énergie. Et donc ce paquet d'énergie, on l'a associé à une longueur d'onde, à une fréquence, comme on l'a vu dans toute la vidéo. Eh bien en fait, il y a des physiciens qui se sont dit, ok, et si on faisait la même chose pour de la matière? Donc ça veut dire ici qu'on considère des particules et on se dit, bah tiens, est-ce que ces particules, on ne pourrait pas leur associer une fréquence et une longueur d'onde? Alors est-ce que ça a du sens de faire ça? Alors de prime abord, on a envie de se dire non, c'est complètement débile, ça n'a pas de sens. Eh bien il se fait que des physiciens ont eu cette idée-là et en fait ont voulu reproduire l'expérience de Jung. Mais cette fois-ci, eh bien ils ne l'ont pas fait avec des photons, mais ils l'ont fait avec de la matière. Alors forcément, ils n'ont pas balancé des balles de tennis à travers des fentes, hein, ça n'aurait aucun sens, mais ils ont réalisé l'expérience de Jung avec des électrons. Et donc tu l'auras sans doute compris, mais en fait leur idée c'est de voir s'ils peuvent obtenir des interférences avec l'expérience de Jung réalisée avec des électrons. Et donc s'ils obtiennent des interférences, ce serait en fait la preuve que la matière peut être également considérée comme une onde. Alors, quel est le résultat de l'expérience? Eh bien, il est tout à fait surprenant et je te le présente ici. Donc, voici la figure obtenue. Donc ici, tu peux voir que ce que je te présente, en fait, c'est le résultat d'une expérience de Jung réalisée en 2013 avec des électrons. Donc les points d'impact que tu vois ici, ce sont bien des électrons. Et tu peux observer de manière tout à fait surprenante que, en fait, après un certain temps, on commence à voir des interférences qui se dessinent. Comme tu peux le remarquer sur la figure, cette expérience, elle date de 2013 et en fait, cette expérience, c'est vraiment une expérience qu'on a pu réaliser pour la première fois seulement au XXIe siècle. La raison, c'est que d'après les prédictions théoriques, pour obtenir des interférences avec des électrons, on avait besoin en fait de fentes extrêmement petites. Et donc, on a eu besoin d'élaborer des matériaux spéciaux pour faire passer les électrons directement dans le réseau interatomique. Et donc c'est la raison pour laquelle cette expérience n'a pas pu être réalisée plus tôt, hein. Donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait moderne, de très actuel en réalité. Toujours est-il que tu peux observer que sur la figure, eh bien, on observe des interférences. Et ça, c'est vraiment un truc extraordinaire parce que ça nous dit que pour des électrons, donc pour de la matière qui possède une masse, eh bien, on observe un caractère ondulatoire. Donc c'est vraiment dingue parce que ça veut dire que le monde qu'on connaît, fait de particules pesantes, des particules de matière, eh bien, en fait, ce sont aussi des ondes, tout simplement. Alors, on ne le voit pas dans la vie de tous les jours parce qu'en fait, les longueurs d'onde associées aux électrons sont extrêmement, extrêmement petites, vraiment très petites, mais on sait maintenant, grâce à la physique quantique, qu'en fait, tout l'univers possède une dualité onde-corpuscule. Voilà. Donc c'est quelque chose de vraiment incroyable. En tout cas, moi, je trouve ça incroyable. Quand on réfléchit, ça surprend un petit peu et ça remet un petit peu le monde en question parce que on a une perception du monde selon laquelle eh bien, tout est fait de matière, hein, et puis en fait, cette matière, eh bien, on se rend compte qu'elle est aussi en fait une onde quelque part. Voilà, je ne sais pas toi, mais moi, eh bien, ça me laisse sans voix. Ceci dit, il faut quand même que je retrouve ma voix pour terminer la vidéo. Alors, je vais revenir maintenant à quelque chose de beaucoup plus terre à terre, mais qui sera quand même important. En fait, je vais te parler un petit peu des unités dans le monde de la physique quantique. Donc, on va faire un petit point sur les unités. Donc, c'est ici très pragmatique après tout ce que je viens de raconter, mais c'est quelque chose d'important dans le cas où tu as des exercices à réaliser justement avec la matière que j'ai expliquée dans la vidéo.
Tu l'as remarqué dans la vidéo, en fait, on a parlé principalement d'énergie, hein, énergie cinétique des électrons, énergie des photons. Et donc, l'unité qui m'intéresse ici, en fait, c'est l'unité pour l'énergie. Alors, au niveau de l'énergie, on va utiliser en fait deux unités. La première, tu la connais très bien, hein, c'est le joule, c'est l'unité classique qu'on va utiliser. La seule chose, c'est que quand on s'intéresse à des électrons, hein, au mouvement des électrons, en fait, le joule, eh bien, c'est une unité qui est énorme à l'échelle des électrons. C'est la raison pour laquelle, en physique des particules, en physique quantique, on va utiliser une autre unité qui est l'électron-volt. Alors, ce qui est bien avec cette unité, c'est qu'en fait, elle contient dans son nom sa définition. C'est-à-dire que l'énergie d'un électron-volt, en fait, ça correspond à l'énergie cinétique d'un électron qui serait soumis à un potentiel électrique d'1 volt. Donc, si on met 1 volt sur un électron, eh bien, on va lui donner une certaine énergie cinétique. Cette énergie cinétique, elle correspond à 1 électron-volt. Alors l'intérêt de cette unité, en fait, c'est que c'est une unité qui est très petite en termes d'énergie et donc elle est beaucoup plus adaptée au monde des particules subatomiques. Donc quand on travaille avec des particules qui sont très petites, eh bien on va utiliser plutôt des électronvolts. C'est une quantité qui est bien moins grande que des joules. Alors, justement, on peut tout de même convertir des joules en électronvolts, hein. Donc, en fait, tu peux travailler avec des joules quand tu parles de particules, d'électrons ou de protons ou que sais-je. C'est juste pas très commode. Et donc, on peut passer de l'un à l'autre en sachant qu'un électronvolt, ça vaut en gros 1,6 fois 10 exposant moins 19 joules, hein. Donc, tu vois qu'un électronvolt, en fait, c'est vraiment rikiki par rapport à des joules. Et donc, un joule, ça vaut plus ou moins 6,25 fois 10 exposant 18 électronvolts. Alors, dernière petite remarque, dans les formules que je t'ai présentées, on a parlé de la constante de Planck. Eh bien, la constante de Planck, ça peut être intéressant de l'avoir à la fois en joules secondes et en électronvolts secondes. Donc, en fonction de l'unité que tu cherches à obtenir à la fin pour ton énergie, tu dois utiliser la bonne constante de Planck. Et donc, je peux dire ici que H est égal à 6,63 fois 10 exposant moins 34 joules secondes ou plus ou moins égal à 4,136 fois 10 exposant moins 15 électronvolts secondes. Voilà, avec ceci, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'ai envie de te féliciter quand même parce que c'est une vidéo qui est particulièrement longue. La matière n'est pas du tout facile et j'ai été assez rapidement. Donc, bravo à toi. Merci d'avoir tenu le coup jusqu'ici et je te dis à la prochaine pour une nouvelle capsule.